tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Psynterview par Lali de P. On se retrouve dans ce nouvel épisode avec une autre invitée de qualité, Shadia, pour parler de la FST d'addictologie. Donc comme à chaque épisode, on reçoit un intervenant pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Et moi, je suis Marie, votre hôte. Maintenant, mettez-vous à l'aise, que vous soyez bien au chaud chez vous, ou dans le train, ou dans votre voiture, ou entre deux consultes, on va commencer. Bonjour, cher invité. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es? Bonjour Marie, bonjour Chanice. Moi, c'est Shadia. Je suis interne de psychiatrie et actuellement, je suis en master 2 de neurosciences et j'ai validé 6 semestres d'internat, Dont d'addictologie, c'est ça? dont 2 d'addictologie. Ça va être le sujet de la journée. Tout à fait. Mais avant d'en arriver à l'addictologie, toi, dans ton parcours, qu'est-ce que ça a donné? Mon parcours d'internat Ou même avant, on peut ou même remonter avant. avant, le lycée, et cetera. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à la médecine? Alors moi, la médecine, c'est une histoire de longue date. J'ai envie d'être médecin depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que j'ai eu envie d'être Britney Spears et après, j'ai eu envie d'être médecin. Donc, aux alentours de 4-5 ans à peu près. Et donc moi, j'ai grandi au Maroc. J'ai été dans une école française au Maroc. J'ai passé mon bac et puis je suis arrivée en PACES à Tours. Donc j'ai passé, mon tronc commun à Tours, mon externe à Tours et je suis arrivée à Lille, après l'ECN en novembre 2020. Est-ce que dans cet externat à Tours, tu avais pu, découvrir un petit peu la psychiatrie? Alors malheureusement, pas du tout. J'avais pas pu passer un stage de psychiatrie parce que j'avais pas eu l'occasion, du fait des choix de stage. Par contre, j'ai toujours su que c'était l'aspect médical qui m'intéressait et ce, même bien avant le début de mes études de médecine. J'ai beaucoup hésité entre la psychiatrie et la chirurgie pédiatrique. C'est le moment en général qui choque un peu. Et puis finalement, mon cœur a penché, vers la psychiatrie. Qu'est-ce qui t'a fait prendre, la psychiatrie plutôt que la chirurgie pédiatrique? Surtout que tu pas fait pédopsie en plus au final. Qu'est-ce qui m'a fait prendre la psychiatrie finalement? C'est, je pense le côté humain j'avais peur que ça me manque en faisant de la chirurgie, qui est quand même plus présent en chirurgie pédiatrique. Je pensais que c'était des horaires plus tranquilles et moins de garde. Bon, finalement, j'ai appris que ça dépendait un petit peu du profil, de l'interne. Hem et puis voilà. Et du coup, psychiatrie et Lille. Donc du coup, si je résume, tu as fait Maroc, Tours, Lille. Pourquoi Lille? De En plus termes en de plus au climat? nord, de plus en plus au nord. En fait, j'aimais pas le soleil. Non, pourquoi Lille? J'ai beaucoup hésité, je savais que je voulais faire des neurosciences, je savais que je voulais faire un master 2, et donc j'ai regardé un petit peu les villes de référence, en neurosciences et parmi les villes, qu'on entend le plus, c'est Lille et Lyon. J'ai beaucoup hésité entre les 2. Finalement, j'étais mieux classée à Lille, vraiment mieux classée à Lille et comme j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, et bah, du coup, j'ai choisi Lille. Et du coup, tu finis par poser tes valises en novembre 2020 à Lille, en plein Covid, Tout à fait. en plein deuxième confinement. Et à ce moment-là, dans ta tête, la dictologie, c'est quelque chose qui existe, auquel tu penses, ou pas du tout, c'est totalement abstrait, ou tu as d'autres idées? Alors oui, complètement. Je savais que enfin, pour le coup, en bossant, la psychiatrie déjà en tant qu'externe, j'avais beaucoup aimé la dicto parce que je trouvais que c'était un petit peu, le lien entre la psychiatrie, la santé mentale et la santé physique et donc je trouvais ça plutôt cool, et du coup, j'ai commencé mon internat de psy en addictologie pour justement voir si c'était, quelque chose qui me plaisait ou pas finalement. Donc tout ça nous fait arriver sur la FST addictologie. Déjà, c'est quoi une FST? Alors une FST, c'est une formation spécialisée transversale et en gros, l'idée, c'est d'acquérir des compétences un peu plus, grandes dans un certain champ et donc en fait, il y a plein d'FST différentes. Globalement, nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup la FST d'addictologie, en psychiatrie, mais il y a aussi, soins PAL, douleur, pharmacologie, sommeil et c'est interspécialité. Donc en fait, en FST d'addictologie, par exemple, on peut avoir des gastros, on peut avoir des médecins généralistes, on peut avoir, des pneumos, et des oncologues et en fait, c'est vraiment très varié, donc ça permet d'avoir des profils très différents.
Et une maquette de FST, ça ressemble à quoi? Donc tu peux prendre l'exemple de la tienne si tu veux. Ouais, bah, alors en fait, je parle pour moi, mais ça a changé parce que la maquette de psychiatrie a changé. Mais du coup, moi, quand j'ai commencé mon internat, la FST, ça a rajouté 1 an. Donc d'un internat de 4 ans, on passait à un internat de 5 ans et on devait faire 2 stages d'addicto, donc pendant 1 an et puis à la fin, on avait un mémoire à rendre. Là, maintenant, avec la nouvelle maquette, c'est un peu différent puisque on est déjà à 5 ans, la FST est déjà comprise, en fait. Donc si quelqu'un fait une FST, ça lui rajoute pas 1 an, c'est juste qu'il sera obligé de faire, 2 semestres de la spécialité qu'il veut. Ça prend la place des 2 stages libres, en fait. C'est ça, exact. OK. Et donc la dictologie, c'est vrai que ça fait un mot qui, pour le grand public et même parmi, les internes psy et cetera, c'est quelque chose qui évoque pas mal de choses. C'est même quelque chose des choses assez clichés. Hem Et du coup, toi, est-ce que tu avais des a priori sur la dictologie avant d'y aller? Alors pas du tout, j'étais, vraiment très contente de pouvoir commencer mon internat en addicto parce que ça me permettait de voir vraiment ce que c'était. Sur le papier, vraiment théoriquement, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça combinait vraiment plein de choses de la médecine et comme je suis quelqu'un d'assez indécis, j'étais contente de pas vraiment avoir à choisir. Hem et puis finalement, en fait, c'était encore mieux que ce que je pensais parce que alors les patients, c'est vrai que c'est un profil de patient assez particulier, ça peut être assez fatigant, mais comme tous les patients de psychiatrie en général, c'est des patients très attachants, qu'on a vraiment envie d'aider. La pratique est hyper variée parce qu'il y a plein d'addictions différentes, des addictions aux substances, des addictions comportementales, mais on y reviendra. Hem et en fait, il y a vraiment aussi plein de pratiques différentes. Ça peut être, à l'hôpital, ça peut être des hospitalisations plutôt courtes, vraiment en queue de cure, ça peut être des hospitalisations un peu plus longues où on commence déjà à travailler, autre chose que le sevrage, le maintien de l'abstinence. Ça peut être du libéral, ça peut être des cliniques privées. Enfin, en fait, vraiment la pratique est hyper variée et donc voilà. Et donc pas trop d'a priori, avant d'y aller et par contre, est-ce que tu avais des attentes particulières? Est-ce que j'avais des attentes? Bah, j'avais vraiment très envie que ça me plaise, parce que je me projetais bien dans ça, mais sinon non, pas d'attente particulière, je pense. Et est-ce qu'il y a parce que la dictologie, comme tu disais, c'est assez, varié. Ouais. On va détailler un petit peu après, quel type d'addiction, on peut y trouver. Mais toi, est-ce qu'il y avait un type, qui t'attirait particulièrement? Au contraire, un autre type qui te faisait plus peur? Alors, pour le coup, je connaissais très peu les addictions aux substances. C'est vrai que, bah, souvent on parle d'alcool et de cannabis parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, dans la vie de tous les jours. Et je connaissais très peu les addictions comportementales, donc j'avais vraiment plus envie, de me concentrer sur ça. D'ailleurs, mon premier stage, c'était à Fontainebleau, donc au CHU et c'est un stage qui est coupé en 3 mois, 3 mois et j'ai commencé mon stage en TCA, donc en trouble du comportement alimentaire, des conduites alimentaires, pour voir un petit peu ce que c'était parce que finalement, j'avais jamais vraiment vu, dans un service de soins comment est-ce qu'on prenait ça en charge. Et du coup, là, si on fait un petit moment, inventaire, listing, qu'est-ce qu'il y a comme type, d'addiction, qui peuvent être prises en charge par les addictologues? Oh là là, il y en a autant, que de sujets, j'ai envie de dire. Il y a vraiment, en fait, plein de substances, surtout que là, il y a vraiment, plein de substances différentes, il y a de plus en plus de drogues de synthèse qui sont faites, donc en fait, il y a autant de possibilités que d'imagination de gens, finalement. Mais c'est vrai que ce qui revient quand même beaucoup, c'est héroïne, cocaïne, cannabis, et alcool. C'est vrai que globalement, c'est ce qu'on voit le plus, nous, dans les services. Et puis après, il y a toutes les addictions plutôt comportementales, donc les TCA en premier lieu, mais il y a aussi, tout ce qui est, écran qui revient quand même beaucoup, qui est un vrai sujet, en ce moment. Il y a les addictions, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, au sexe. Il y a, certaines addictions qui mêlent les 2, les substances et les comportements, comme le chemsex, par exemple. Mais c'est vrai que du coup, en fait, aujourd'hui, on peut parler d'addiction dans plein de domaines différents. Bah, c'est vrai que c'est un domaine qui s'est beaucoup, développé sur, les dernières années, qui s'est étendu, qui a évolué avec la société, en fait. Et est-ce que dans le parcours de la FST ou dans la formation dont vous bénéficiez, vous êtes justement formés à toutes ces nouvelles addictions, enfin on dit «nouvelles» avec des gros guillemets, hein, toutes ces addictions plutôt émergentes du 21e siècle, comme les Hem écrans par exemple, Alors, on en parle. Après, c'est vrai que pour le moment, il y a pas vraiment encore de cours à proprement dit, mais c'est vrai qu'on essaye de balayer pendant nos cours
le plus de sujets possible. Parce que en fait, en gros, la FST, ce que je disais tout à l'heure, c'est interspécialité, mais c'est aussi national. Et donc en fait, on a, des cours nationaux, on a 2 jours de cours nationaux, bon là qui se font sur Zoom depuis le covid, mais avant c'était en présentiel à Paris et 2 jours de cours en régional et là, on est plutôt avec les gens de la région. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait quand même 4 jours où on balaie vraiment un gros pan, de la dictologie, mais c'est sûr qu'on peut pas, tout apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le terrain. D'ailleurs, tu parlais de la diversité qu'offrait la dictologie. Quelles pratiques sont possibles après? Et toi, est-ce qu'il y a des pratiques qui t'intéressent en particulier? Pour parler un petit peu de toi. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, vraiment ça peut être privé, public, libéral, enfin franchement, être addictologue, on peut le faire partout. On peut être addictologue, et travailler, par exemple, en tant que dans un cabinet libéral. On peut travailler, dans un XAPA si on veut faire vraiment juste des consultations. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le XAPA, c'est des centres je sais plus ce que c'est. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les XAPA, c'est les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, où en fait, c'est plutôt des prises en charge ambulatoires. Donc, on a des consultations en fait comme on pourrait faire dans un cabinet, libéral. Il y a aussi des infirmiers, des psychologues, des assistantes sociales. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent du CMP en psychiatrie, mais en addictologie. Et après, il y a les différentes hospitalisations. Donc c'est vrai que globalement, on a surtout, des hospitalisations en public pour les sevrages. Mais là, il y a un SSR, privé qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps dans le Nord, du côté de Rouvroy. Et on va faire un petit clin d'œil à l'invité de la semaine précédente que tu connais bien. Coucou Marion. Est-ce qu'addictologue, c'est juste un métier pour ceux qui veulent faire de la psychiatrie d'adultes? Absolument pas, je suis passionnée des ados moi. Non, en vrai pas du tout parce que malheureusement c'est vrai que, heu, les gens qui ont un profil addictologique, ben, souvent ça commence, dès le plus jeune âge. Enfin, j'ai déjà vu des patients, qui avaient commencé à consommer à 8-9 ans, ce qui est vraiment, très, très triste. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent au moment de l'adolescence, donc que ce soit pour les substances, tout ce qui est surtout cannabis, alcool, et même malheureusement d'autres drogues un peu plus, des drogues dures, et surtout pour les TCA, en fait. La plus grande, population TCA, c'est surtout, des adolescentes, des jeunes adultes. Donc non, non, pas du tout. Il y a complètement de la place pour tout le monde, en addictologie. En plus, il me semble qu'avec la nouvelle maquette, maintenant, vu que tout le monde sera à 5 ans de base, il y aura plus de facilité pour les gens qui suivront la voie de la pédopsychiatrie à pouvoir prendre aussi la FST d'addicto, ce qui était plus compliqué là. C'est ça. En fait, jusque-là, c'est vrai que, on conseillait plutôt de faire une option plutôt qu'une FST. Là, avec la nouvelle maquette, on peut faire une option et une FST, sachant qu'on a le droit de faire une seule FST. Mais on peut faire option plus FST. Et après, on peut se former toute sa vie ou Tout à fait, on cumuler peut faire plein de des DU, masters, des choses comme ça. on peut faire comme moi et faire, acheter un offert. Une fois qu'on s'est engagé dans la dictologie, est-ce qu'on a cette étiquette d'addictologue toute sa vie? Ou est-ce qu'on peut aussi partager son temps avec de l'activité de secteur ou changer au cours de sa carrière? Voilà, comment ça se passe? Alors ça, Ou c'est est-ce vrai. que quelqu'un peut devenir, au contraire, se former en addictologie plus tard, une fois qu'il a fini son internat? Alors c'est vraiment ça, c'est propre à tout un chacun, en fait. Le fait de faire la FST d'addictologie, ça nous donne le statut d'addictologue, mais en fait, on reste avant tout psychiatre, sachant que la addictologie, ça fait partie de la psychiatrie, c'est pas du tout 2 choses, enfin, c'est pas 2 domaines à part entière. Hem Et donc non, pas du tout, on peut continuer d'être psychiatre, on peut travailler en secteur et avoir juste une casquette addictologique en plus. On peut partager son temps, en fait, c'est vraiment, comme bon semble à la personne, quoi. Et du coup, toi, par exemple, on sait que ça peut faire assez peur aux internes de socle d'aller, très rapidement, «au charbon» en addictologie entre guillemets. Bon, tu la preuve que voilà. Mais est-ce que tu le recommanderais, toi, aux internes de socle qui en ont l'occasion de pouvoir y passer, dès 1re ou 2e année maintenant, Ah bah, complètement, parce que de toute façon, qu'on aime la dictologie ou pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qu'on veuille faire de la dictologie ou pas, c'est quelque chose qui est prépondérant dans notre vie. Dans les services de psy, de secteur, qu'on soit, enfin, que ce dans le public, dans le privé, en libéral ou pas, de toute façon, on a affaire à la dictologie. Donc je conseille vraiment vivement et je pense que comme on a un semestre maintenant c'est 2 semestres en pédopsie obligatoire, je pense qu'il devrait y avoir un semestre en addicto obligatoire parce qu'en fait, il y en a et malheureusement, il y a plein de gens qui savent pas gérer un sevrage, qui savent pas gérer un patient addicto et en fait, ça peut vraiment tuer des gens et donc c'est important, de savoir au moins faire un sevrage correctement. et en parlant de stage, toi, du coup, tu as fait 6 semestres déjà. Sur tes 6 semestres, donc 3 en addicto en tout si j'ai bien Tout compté, à fait. est-ce qu'il y a un stage qui t'a particulièrement marqué pendant ces 3 et pourquoi?
Bah, en vrai, j'ai globalement une maquette assez, hétérogène, donc c'est difficile de choisir un seul stage, mais c'est vrai qu'en addicto, ben, j'ai commencé, à la maison mère, au CHU. C'était super, d'ailleurs, c'est ce qui m'a vraiment confortée dans mon choix de vouloir faire de l'addictologie. Et après j'ai fait un semestre en carcéral, qui comptait dans ma maquette d'addictologie où j'ai fait, de l'addictologie, parce qu'il y a des pathologies duelles, parce qu'il y a beaucoup de gens, avec des troubles de la personnalité ou des comorbidités en tout cas addictologiques, en prison et c'était vraiment, humainement hyper intéressant et puis après j'ai fait 6 mois, en TCA à Hénin-Beaumont et pour le coup, je pense que s'il fallait que je choisisse un seul stage et ben, ce serait peut-être celui-là. Il a été compliqué parce qu'en fait, travailler en TCA, c'est dur. C'est vraiment de la souffrance, tous les jours avec, enfin, souvent, on est face à des impasses, on ne sait pas comment aider ces jeunes femmes, c'est plus souvent des femmes quand même. Mais l'équipe était vraiment, hyper bien, hyper bienveillante. Je me suis, rarement sentie aussi entourée par une équipe et vraiment, les soignants dans leur globalité, que ce soit le personnel médical ou paramédical, étaient vraiment incroyables. Donc j'ai beaucoup appris dans la douleur, mais j'ai beaucoup appris. Et on a parlé tout à l'heure de tes a priori, de tes attentes, de ce que tu avais aimé. Est-ce qu'il y a des regrets? Par rapport à la FST? Pas du tout. Si c'était à refaire, je referais 1000 fois. Donc tout comme la psychiatrie d'ailleurs. Alors du coup, maintenant, on va attaquer la partie un peu questions plus fun, plus détente. Mmh. Et on a établi une tradition avec l'invité précédente, c'est-à-dire qu'on commence la partie questions fun par une question pas fun. Ah ouais, super. Voilà, pour histoire de bien nous mettre dans l'ambiance. Au tout début de ce podcast, on a un peu évoqué le fait que la dictologie, c'est quelque chose dont on pouvait avoir une vision assez cliché. Ouais. Est-ce que toi, tu remarques que dans la société, il y a encore un stigma vis-à-vis des personnes suivies en addictologie? Est-ce qu'il y a encore des clichés, des a priori qui pèsent et qui impactent bah, sur les patients et sur la façon dont vous travaillez? Ah bah, complètement, déjà de base, en fait, les addictions dans la population générale, c'est une question d'envie. Donc en fait, c'est pas une maladie, c'est juste que la personne n'a pas envie d'arrêter de consommer et si elle faisait un petit peu d'effort, ça irait mieux. Sauf que, bah, en fait, pas du tout. Comme toute autre pathologie psychiatrique, il y a, clairement, des processus biologiques qui expliquent la maladie. C'est vraiment une vraie maladie, et tout comme on ne reproche pas à quelqu'un d'asthmatique de faire une crise d'asthme, on ne devrait pas reprocher à un patient addictologique de faire une rechute parce que ça fait partie du cycle de la guérison en fait et c'est comme ça qu'on va aussi mieux, c'est en faisant des rechutes. Et c'est vrai que malheureusement, c'est quelque chose qui est très mal, compris parce que déjà la santé mentale en général, c'est compliqué parce qu'on voit pas le mal-être. C'est quelque chose, il faut qu'on croie la personne, sur parole et ça, c'est quelque chose, dans la société, qui est encore hyper difficile à comprendre et les addictions, en plus, il y a une question de volonté et dans une société aujourd'hui, on est quand même dans beaucoup de, il faut faire les choses bien, il faut être positif, il faut bah, en fait, ne pas avoir la volonté d'arrêter de consommer, ben, c'est quelque chose qui est quand même très mal vu. C'est des patients aussi qui sont très isolés, donc globalement, en général, ils ont pas beaucoup de famille. Les familles, qui restent autour, il y a quand même beaucoup de honte, il y a quand même beaucoup de culpabilité et ça, clairement, ça aide pas les patients, dans le chemin de la guérison, quoi. Et du coup, il y a ce poids, ce stigma, mais est-ce qu'il n'y a pas, et notamment, je pense un peu à la spécificité culturelle française, au contraire, des fois, une minimisation des choses. Enfin, moi, je me rappelle que j'ai en tête le travail qu'avait fait le lobby du vin, etc., au moment de la mise en place du Dry January. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi très français de l'alcool? Ah bah, complètement. Ça, clairement, moi venant d'un pays, différent, bon certes où l'alcool, n'est pas autorisé, mais clairement, en fait, on la plupart des gens ne se rendent pas compte que l'alcool est une substance addictogène et que vraiment ça fait des dégâts et que vraiment, enfin, je pense même d'ailleurs que, en termes de, hem, probabilité, proportion, c'est, la substance qui fait le plus de dégâts, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, il y a vraiment beaucoup de conséquences négatives, à l'alcool et malheureusement, bah, en fait, on en trouve partout. Il y en a à tous les coins de rue, il y en a dans tous les magasins et souvent, bah, d'ailleurs, quelqu'un qui consomme pas, on lui demande pourquoi, la première blague, c'est: «Ah, est-ce que tu es enceinte?» Enfin, surtout si tu es une femme, spécialement si tu es une femme. Donc c'est vrai que si, il y a quand même une grosse part de sociétale quand même dans les addictions, je trouve,
Et du coup, en lien avec cette vision qu'a la société des addictions, est-ce que tu aurais pour nous, parce que ça peut aussi intéresser des internes de psy, soit personnellement, soit pour le partager à des patients, à leur entourage, des suggestions de films, de séries, de chansons, de livres en rapport avec les addictions et... Il y en a plein, mais c'est pas du tout des lectures, pro. C'est vraiment plus des trucs, loisirs, en fait. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, alors le titre en français, je crois que c'est Herbe bleue, je pense. En anglais, c'est Go Ask Alice et alors c'est un livre qui est hyper ancien et initialement, il avait été, publié anonymement et puis après on avait retrouvé l'auteur et en fait, ça parle d'une jeune, adolescente qui, dans une soirée, au courant d'un jeu, elle prend de la LSD et en fait, elle aime l'effet que ça lui fait et donc elle finalement, elle recommence à consommer et puis ça part un petit peu en cacahuète tout le long et donc en fait, on voit son histoire à travers ce bouquin. Il y a aussi, 1000 morceaux de James Frey où un c'est un patient addict qui va arriver en hôpital psychiatrique, qui va tomber amoureux, donc il y a aussi, tout un côté un petit peu romanesque sympa et en fait, lui, on voit vraiment tout le combat contre l'addiction et vraiment toute la question de volonté dont on parlait tout à l'heure, qui apparaît vraiment bien dans ce bouquin. Il y a un film hyper connu, c'est Requiem, for a Dream, pour le coup, qui est très, très connu, qui parle d'addiction, c'est surtout, une addiction à l'héroïne et aux amphétamines. Comme série, il y a une série vraiment très stylée qui s'appelle, The Wire, sur écoute en français, qui explore le trafic de drogue, à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. Et en fait, ça montre un peu la facette, criminelle de la drogue, donc c'est tous les barons de la drogue, tout ça, donc c'est vraiment hyper intéressant. Il y a du suspense, c'est sympa. Et puis dans les chansons, il y en a plein, pour en citer qu'une, Rehab d'Amy Winehouse. Ouais, des choses assez iconiques et Tout à fait. petit clin d'œil aux internes qui sont peut-être un peu plus âgés. Vous pouvez voir ou revoir Drunk, le film qu'on avait Tout fait à en fait. cinépsy l'année dernière et qui parlait des théories comme quoi on devait avoir un minimum d'alcool, un Dans le juste sang. équilibre dans le sang pour fonctionner. Et on voyait L'alcool est mis de justement base. tout ce côté alcool sociétal C'est dans ça. ce film. Il y a aussi Spot Training, mais que j'ai pas vu, mais apparemment il est très bien. Et toi, là, t'es encore en formation. En plus, t'as bien aimé prolonger. T'as fait une FSC, un M2. Tous les ans, je rajoute un an. Un jour, tu vas finir. Et Pareil. bah, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grande? Quel genre de PH tu aimerais être? Qu'est-ce que Ça tu me as paraît envie de si faire? loin. J'ai l'impression que c'est dans une éternité. Non, alors, enfin, blague à part, moi, je finis mon internat en octobre 2026 et normalement, je prends un poste de chef de clinique, à Fontainebleau en addictologie. J'aimerais, globalement, je vois ma pratique plutôt, dans le public parce que je trouve que l'hôpital public, c'est bien et qu'il faut essayer de le maintenir à flot, même si ça va être compliqué dans les années à venir. Et ouais, c'est vrai qu'il y a aussi tout le côté universitaire, moi, qui me parle beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça initialement que je me suis lancée dans un parcours, recherche. C'est parce qu'en fait, pour être prof en France, il faut obligatoirement faire de la recherche. Donc, avoir une thèse de sciences en plus de sa thèse de médecine et du coup, c'est pour ça que j'ai atterri en M2 parce que le côté, universitaire m'intéresse beaucoup. Et déjà fixé sur plutôt substance, plutôt comportemental, hospice complète, de jour. Pas du tout, j'aimerais beaucoup faire de la liaison, mais ça dépendra aussi des postes, qu'il y a au moment où j'arrive. Mais justement la liaison parce que ça permet de pas choisir entre la substance et les comportements. Heu Ça permet de pas choisir entre les substances et les addictions comportementales parce que, bah, en fait, le tout m'intéresse et je pense que de faire que l'un ou que l'autre, ça risque de m'ennuyer un petit peu. Et il y a aussi, un domaine que j'aimerais inclure dans ma pratique, c'est les psychotraumatismes parce qu'en fait, en addicto, on se rend compte qu'il y a quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumas, et en fait, ben, finalement, on fait très peu d'addicto et de traumas. Donc ce serait hyper cool que je puisse allier les 2. Et quand tu n'es pas à l'hôpital ou en train d'étudier tout ce que tu fais, est-ce que tu as des hobbies, des passions dans la vie? Si oui, lesquels? À part regarder la Star Academy, parce que ça, on Bah, le la sait. Star Academy, évidemment, top 1 de mes hobbies. Enfin, faut dire la Britney vérité. Spears, au final, t'as suivi. Exactement, c'est ça. Finalement, je suis juste pas née dans le bon pays, tu vois? Sinon, voilà. Mais non, à part la Starac et la Ligue 2P, parce que bon, j'y ai quand même consacré 3 ans de ma vie. Présidente Heu d'honneur à vie, on a dit.
Je rougis derrière mon micro. Non, en vrai, oui, je fais plein de trucs. J'aime beaucoup lire, donc je lis, beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis, c'est vrai qu'avec l'externat, on a tendance un petit peu en tout cas, j'ai eu tendance à arrêter de lire parce qu'on lit surtout les collèges et la partie théorique de la médecine et en fait, ça m'a vraiment fait hyper plaisir de retrouver juste mes romans et donc c'est vrai que là, j'ai beaucoup de mal à lire, des bouquins, plus, orientés psychiatrie, tout ça mais en tout cas, je suis contente d'avoir retrouvé la lecture. J'ai une vie très sociale. Je sors beaucoup, je vois beaucoup de gens. Je voyage beaucoup. Donc, non, globalement, j'ai une vie quand même très remplie malgré, toutes ces heures de travail. Et du coup, tu penses que c'est possible de, voilà, de travailler en addictologie et de continuer à avoir une vie à côté, personnelle, familiale, dans les hobbies, Complètement, c'est hyper important. De toute façon, en faisant un métier aussi difficile, et là, je parle de santé mentale en général, c'est hyper important de maintenir un équilibre, pro et perso parce que sinon, je pense qu'on perd vite pied. et petit cas clinique, cas concret, tu viens de passer une journée de merde. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Alors moi, le truc qui marche à tous les coups, c'est un petit thé et un carré de chocolat. Vraiment, je ressens le plaisir tout de suite et vraiment, si c'était vraiment une journée de merde, j'ouvre un bouquin d'Harry Potter. Ça reboot un peu mon cerveau. Je fais partie de la génération Harry Potter où vraiment j'ai grandi avec les personnages et ça permet, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils et puis finalement, c'est les gentils qui gagnent et moi ça me fait du bien. Les Disney aussi, après une garde difficile, je regarde les Disney, ça fait du bien. Et donc la dernière question de cette partie, question qu'on va essayer un petit peu de ritualiser, un peu, la question, hors norme. Quelle serait la pratique, l'objet ou la chose la plus étrange que tu aimerais allier à ta pratique si c'était possible? Tout est possible, ne pas avoir peur du ridicule. Franchement, je pensais que comme cette, question avait été posée à Marion, je l'aurais pas. Heu, non, en vrai, peut-être un truc genre, la thérapie par le rire. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, je fais tout le temps des blagues, mais même avec mes patients, on me dit souvent que je suis plutôt rigolote et c'est vrai qu'en fait, juste rire, ça fait du bien. Donc je sais pas, des groupes où on peut, faire je sais p ça a un nom, je sais plus ce que c'est, mais les fous rires, communicatifs quoi, enfin juste, rigoler. Je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien. Voilà. Eh ben, merci Shadia d'être venue, parler au micro, de Psynterview. C'était un plaisir, de te recevoir. Donc merci à la Lide-P pour l'organisation de ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez. On sait pas encore ce sera quoi le prochain épisode, du coup on peut pas vous le teaser, même si on a plein d'idées, on sait juste pas dans quel ordre ça va sortir. Et on a vu qu'on aime bien laisser le mot de la fin à notre invitée, Shadia. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Je dirais merci. Merci de me recevoir. C'est hyper formel, j'ai l'impression d'être une personne, très importante alors que ouais, pas du tout. Mais merci, je suis contente de continuer de faire partie un peu de la Ligue même si c'est fini. C'était Psynterview, donc on vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure, vous écoutez ce podcast. Donc ceux qui étaient tranquillement chez vous, bah, continuez votre petite, soirée, après-midi. Ceux qui étaient dans le train, on espère qu'il y aura pas trop de retard, que vous allez arriver à l'heure. Ceux dans leur voiture, bah, soyez prudents sur la route quand même et ceux entre 2 consultations, bon courage pour la suite et Pas on se retrouve d'alcool au très volant. vite. Pas d'alcool au volant, ni d'autres substances Tout à et on fait. se retrouve très vite dans Psynterview.